Avant de commencer donc à parler avant Einstein, je voudrais faire un point sur l'année mondiale de la physique, dont cette série de conférences est un point, est une des manifestations. Comme vous le savez, l'année mondiale de la physique, c'est Einstein 1905, Einstein 1905, relativité, effet photoélectrique, mouvement brownien. Je ne pense pas que la relativité, qui a eu beaucoup d'importance quant à la physique, restreinte et générale, soit la seule raison pour laquelle on a choisi 1905 pour l'année mondiale. Einstein a pu poser une nouvelle manière de faire de la physique. Et je pense que c'est la raison essentielle pour laquelle, consciemment ou pas, on a décidé de faire de cette... tiens, où sont mes notes? Elles sont là. De faire de cette année l'année mondiale de la physique. Parce que Einstein, à partir de la générale en particulier, a mis sur pied une nouvelle manière, à partir des principes, de faire de la physique. Il y a un mot, par exemple, chez Einstein qu'on trouve très souvent, c'est le mot liberté. Liberté de poser des hypothèses, liberté de poser des principes. La relativité restreinte, vous le savez, deux principes, constance de la vitesse de la lumière, principe de relativité. Et en fait, c'est Pauli qui, il y a 50 ans précisément, disait, lors de la conférence de Berne, Einstein venait de mourir, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette année a une certaine importance, c'est le 50e anniversaire de sa mort, c'est aussi 90 ans de relativité générale, donc tout ça se redouble. Pauli qui disait, je le cite, à propos de cette liberté, sans laquelle, je le cite, l'établissement de la forme moderne de la théorie quantique n'aurait pas été possible. Einstein a donné aux physiciens théoriciens la liberté de poser des hypothèses étranges, et vous savez que la relativité générale en particulier a beaucoup fait parler d'elle à ce niveau. Bref, c'est ce style-là dont nous avons hérité, et je pense que c'est une des raisons essentielles de cette commémoration. Bien, passons maintenant à la préhistoire de la relativité, des relativités. Il y a deux relativités, la restreinte, la générale, j'y reviendrai plusieurs fois, la restreinte, donc une cinématique, la générale, une théorie de la gravitation. Et les sources historiques de la relativité restreinte, dont je parlerai beaucoup aujourd'hui, sont traditionnellement, je dirais, ancrées dans l'histoire de l'optique du 19e. L'histoire de l'optique du 19e, c'est Arago, on en parlera, Fresnel, Fizeau, Maxwell, Lorentz, Poincaré, pour n'en citer que quelques-uns. On ne voyait jusqu'alors aucun lien, n'est-ce pas? Les ruptures, les révolutions. La première révolution, c'est après la grande période newtonienne, le 18e, la fin du 17e, le 18e, les deux théories, enfin, qui découlent des Principia, j'y reviendrai, la théorie de la gravitation, la théorie corpusculaire de la lumière. Une révolution au début du 19e, c'est celle de la théorie des ondulations, qui justement est la suite de ce que je vais raconter, et que Arago va pousser Fresnel dans cette voie, Fresnel qui va s'appuyer sur l'éther. L'éther qui n'est pas relativiste. Et c'est un point essentiel ce soir. L'éther n'est pas relativiste parce que qu'est-ce que c'est que l'éther? Et pourquoi prend-on l'éther? À quoi sert l'éther? Essentiellement, l'éther sert à, je ne dirais pas à comprendre, ça ne sert pas à comprendre, ça sert à rendre compte du fait que la vitesse de la lumière n'est pas dépendante de celle de la source. Pourquoi? À la mort de Newton en 1728, un monsieur qui s'appelle Bradley a fait des mesures, il cherchait la parallaxe, et il va découvrir l'aberration. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'aberration, c'est un problème complexe, mais l'aberration
montre, et encore aujourd'hui, et d'une certaine manière c'est le premier point de la relativité restreinte, c'est la première grande expérience de relativité restreinte, puisque ça va montrer que la vitesse de la lumière est indépendante de la source. Donc l'aberration montre, n'est-ce pas, que les étoiles tournent, l'image des étoiles décrit une ellipse qui est l'image de l'ellipse terrestre. Comment expliquer ça? On explique ça, Bradley a expliqué ça, et c'est une explication qui tient encore aujourd'hui, que c'est la composition de la vitesse de la lumière avec la vitesse de la Terre. Alors, en composant ces deux vitesses, on a l'impression que l'image de l'étoile décrit, on a l'impression, on la voit décrire lorsqu'on fait des mesures, une ellipse qui est donc à l'image de celle de la Terre. Simplement, l'angle d'aberration, c'est-à-dire l'angle sous lequel on voit cette petite ellipse, qui est la même lorsqu'on est au pôle pour toutes les étoiles, quelle que soit leur distance, est constant. Et cet angle est en V sur C. V, vitesse de la Terre, module, C, vitesse de la lumière. Bien. C'est donc, puisqu'il est constant, le module de la vitesse de la Terre est constant, que C est constant. Et ça, c'est quelque chose qui va dominer le 18e, le 19e, ça va lui poser beaucoup de problèmes, mais ça montre que la vitesse de la lumière est constante, et surtout, n'est-ce pas, qu'elle est indépendante de la vitesse de la source. Alors, si la vitesse de la lumière est indépendante de la source, ça pose un gros problème à la théorie newtonienne. Pourquoi? Parce que la théorie newtonienne est relativiste. Elle est relativiste dans la mesure où elle s'appuie sur la relativité galiléenne. La relativité, c'est d'abord Galilée. C'est Galilée, c'est Newton. C'est tout simplement l'addition des vitesses. Les vitesses s'ajoutent, Einstein en parlera, et on y reviendra. On va revenir là. Et tout le 19e, les vitesses ne s'ajoutent plus. Parce que l'éther, dont je parlais tout à l'heure, permet, n'est-ce pas, c'est un milieu dans lequel les étoiles nagent, je dirais, et la lumière est vue comme une ondulation de l'éther, ce qui permet, d'une manière ad hoc, en quelque sorte, tout au moins c'est comme ça qu'on voit ça aujourd'hui, que la vitesse de la lumière soit la même, quelle que soit la vitesse de l'étoile. La vitesse de l'étoile n'intervient plus. Bon, alors on accepte ça parce qu'on est bien obligé de le faire, c'est la seule manière dont on peut en rendre compte, et c'est là le premier succès de la théorie des ondulations, au fond. Ça permet d'expliquer l'aberration que la théorie de Newton, corpusculaire, n'est-ce pas, ne permet pas d'expliquer. Donc le premier point essentiel, c'est l'aberration. L'aberration, je vais marteler ça, montre que la vitesse de la lumière est indépendante de celle de sa source. Et c'est déjà quelque chose qui est absurde. Absurde par rapport à la relativité classique, la relativité qu'on connaît tous, addition des vitesses. Les vitesses s'ajoutent. Alors, je voudrais être bien clair. Désormais, aujourd'hui, je vais parler de relativité newtonienne, mais c'est de la relativité. La relativité, c'est un mot malheureux pour Einstein. Einstein a regretté le mot relativité. Jean-Marc Lévy-Leblond vous en a parlé le mois dernier, et insistait là-dessus à juste titre. La relativité à Einstein est tout sauf une relativité. C'est une théorie des invariants, une chronogéométrie, dit Jean-Marc. C'est un mot un peu complexe, mais qui est juste une théorie du temps et de l'espace. Et bien. Donc, Einstein a regretté dans les années... en fait, le mot relativité s'est trouvé ancré au moment où on a posé la relativité générale. Il a été inventé, en fait, employé par Planck et par un certain nombre de gens, mais il a été ancré à partir du moment où il y a eu une relativité restreinte dans laquelle il n'y avait pas de gravitation, et puis une théorie de la gravitation qui devait être relativiste, c'est-à-dire cohérente avec... Relativiste aussi, c'est ambigu. Relativiste, c'est-à-dire cohérente avec la théorie, la cinématique einsteinienne, la théorie de la relativité restreinte, et donc pour les séparer, on a parlé de relativité restreinte, relativité générale. Aujourd'hui, il est trop tard pour changer de vocable, mais la théorie de la relativité, les théories de relativité, qu'elles soient newtoniennes, einsteiniennes, tout ce que vous voulez, c'est une théorie des absolus. Ce qui compte, ce sont les invariants. En physique, ce qui est important, ce sont les invariants. L'invariant, ce sont les phénomènes. Les phénomènes. Un phénomène va se projeter, ou tout au moins la manière dont on décrit un phénomène, va se projeter sur tous les systèmes de coordonnées ou les systèmes de mesure que vous allez utiliser. Et c'est ça qui est relatif. C'est l'image qu'on en a. L'image que j'ai de vous, elle est relative à mon mouvement quand je vous vois. Tout simplement, c'est un problème de perspective. C'est ça la relativité, c'est rien d'autre. C'est l'addition des vitesses. Bon, donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui, et je voudrais
que vous voyez bien quand je parlerai de relativité aujourd'hui, je parle de relativité newtonienne, c'est-à-dire galiléenne, d'addition des vitesses de la manière la plus classique pour les particules matérielles, n'est-ce pas? Ceci dit, un autre point, vous êtes habitués aujourd'hui à ce que la lumière soit ondulatoire. Là, on va parler de théorie corpusculaire de la lumière qui va dominer au XVIIIe siècle, qui est une création de Newton au moment des Principia, dans les Principia, le chapitre 14 des Principia, livre 1, quelques pages qu'il concerne. J'en vais en parler en détail, mais c'est une théorie corpusculaire, et en fait, c'est un corpuscule de lumière que Newton va décrire. Newton va fort peu d'ailleurs s'attarder là-dessus, et c'est Clairaut qui va en faire une théorie un petit peu plus compréhensible, parce que Newton ne va pas s'attarder sur la théorie corpusculaire, il va passer, tout simplement, je n'ai pas le temps d'en parler là, parce que la théorie corpusculaire, ce ne sera pas le sujet de mon exposé, la théorie corpusculaire ne permet pas d'expliquer, même si il y a toute une petite histoire là-dessus, mais finalement, elle ne permet pas d'expliquer les problèmes de couleurs. Et bien entendu, Newton s'inquiète des couleurs. Donc on va rester à part, on va rester sur une théorie monochromatique, on va rester sur les Principia. Alors les Principia, il y a deux branches, je reprends. Alors je pourrais appuyer sur mon truc, on verrait Einstein, dont j'ai beaucoup parlé et quand même qu'il faudrait voir. Et puis j'ai parlé de Newton. Alors ça c'est la maison de Newton, une très très jolie gravure 18e. Et puis ça c'est l'optique au temps de Newton. Je voudrais maintenant faire un point sur les expériences sur lesquelles la relativité restreinte tout d'abord s'appuie. J'ai dit l'aberration. L'aberration montre que la vitesse de la lumière est indépendante de la source. Et elle s'appuie aussi dans l'article de 1905 d'Einstein sur l'effet Doppler. Alors l'effet Doppler, je n'aurai pas le temps d'en parler, puis c'est un truc un peu compliqué, mais en fait l'effet Doppler, c'est la première fois, enfin au 19e, il y a deux formules pour l'effet Doppler. L'une, c'est la source, l'autre, c'est l'observateur. Et justement, le principe de relativité va permettre d'avoir une seule formule. Mais c'est un point important, même s'il est un peu complexe. Un autre point sur lequel Einstein n'intervient pas, on s'est beaucoup étonné, il n'intervient pas sur beaucoup de choses, il n'y a pas de citation dans l'article de 1905, mais c'est l'expérience de Michelson. Il semble qu'il n'était pas au courant. L'expérience de Michelson, au contraire, c'est montrer que la vitesse de la lumière ne dépend pas de l'observateur. Elle ne dépend pas de la source, elle ne dépend pas de l'observateur, elle est constante. Elle est constante déjà pour tout le 18e. Bon. Elle est constante aux erreurs d'observation près. Mais l'idée reçue à ce moment-là, chez Delambre, chez tous les astronomes de l'époque, c'est que la vitesse de la lumière est constante déjà. Donc ce n'était pas une nouveauté. Elle est constante, n'empêche que c'est quelque chose qu'on ne parvient pas à expliquer et qui est très bizarre. Et vous allez voir que cette ambiguïté va demeurer pendant tout le siècle et dans les articles dont je vais parler. Bon, passons à la relativité générale, parce qu'on va retrouver une préhistoire qui non seulement est celle de la restreinte, mais aussi celle de la générale. La relativité générale, comme vous le savez, elle s'appuie jusqu'en 1960, disons 70, je ne vais pas aller plus loin, sur le périhélie de Mercure. Il y a un effet sur le périhélie de Mercure, il y a un effet de déviation des rayons lumineux. Je dis ça pour bien que vous vous souveniez, parce qu'on va retrouver beaucoup de choses dans l'exposé que je vais faire. Et puis le décalage des raies dans un champ de gravitation, qu'on appelle aussi effet Doppler-Einstein. Vous verrez qu'on le retrouve aussi. Et puis après les années 60, vont naître les trous noirs, et les trous noirs, on va les retrouver sous une autre forme aussi dans la théorie de John Mitchell. Alors, bon, c'est quand même l'idée reçue jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de chemin, il y a deux révolutions, la révolution ondulatoire du début du 19e, la révolution d'Einstein, ou la rupture qu'il introduit en 1905, et l'idée, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la restreinte, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de chemin vraiment qui puisse passer, ni pour la générale. Bon. Et justement, ce que je veux vous montrer, c'est que non seulement il y a un chemin, mais un chemin qui est très amusant, parce qu'il permet, avec les mains, de comprendre beaucoup de faits que l'on retrouve dans les théories de relativité.
Bien, j'ai parlé des trous noirs et peut-être ça vous aidera à comprendre comment j'en suis arrivé là. En fait, j'ai commencé à travailler pour comprendre ce que c'était que des trous noirs dans le laboratoire où j'étais avec Nathalie il y a un bon nombre d'années. C'était pour moi dans les années 60-70 que j'ai commencé à travailler. Les trous noirs venaient de naître et tous nos profs, je peux en citer quelques-uns, mais enfin c'est pas la peine, mais enfin tous les gens qui faisaient de la relativité, et c'était notre cas, Nathalie n'était pas encore là, mais elle est venue un peu plus tard, ne croyait pas aux trous noirs. N'est-ce pas? On ne croyait pas aux trous noirs, et pendant toute ma thèse, etc., il n'était pas question de s'intéresser à ça, et je dois dire que je n'y comprenais rien. Et puis comme je voulais faire de l'histoire, j'étais dans ce laboratoire parce que Marie-Antoinette Tonnelat, qui ne croyait pas aux trous noirs, donc je la cite, faisait de l'histoire et de la physique, moi c'était exactement ce que je voulais faire, eh bien j'ai décidé de me mettre vraiment à l'histoire un peu plus tard après avoir fait de la physique théorique et de comprendre un peu ce qu'étaient les trous noirs. Bon, ça c'était mon premier bouquin d'une certaine manière sur l'histoire de la relativité générale. Alors, les trous noirs, bientôt, vous en avez tous entendu parler, et puis je commençais à prendre des notes là-dessus, c'était la place et les corps obscurs. Bon, en effet, on va le voir non pas en détail parce que je n'aurai pas le temps, il y a vraiment trop de choses pour que j'aille très en profondeur, mais c'est juste pour faire un panorama. La place, dans l'exposition du système du monde, dans la première et seconde édition, reprend, en fait, sans le citer, mais c'est un peu son habitude, très probablement John Mitchell, qui a inventé les corps obscurs auxquels la place a donné le nom, mais non pas la théorie. Bien. Donc je suis venu au XVIIIe siècle par ce biais, c'est-à-dire par le haut. Bon. Et non pas à la relativité restreinte, à la relativité générale et pas à la restreinte. Pourquoi? Parce que d'abord, il y avait donc les corps obscurs. J'ai vraiment commencé par le plus compliqué. Et puis, bientôt, mais ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé, il y avait Soldner qui, en 1801, à partir des travaux de Laplace et des calculs de John Mitchell, a vu que la lumière était déviée dans un champ de gravitation. Donc c'était déjà un effet relativiste. Simplement, c'est qualitatif tout ce que je vous dis. Ne croyez pas que tout ce que je vais raconter, c'est la relativité restreinte ou générale. C'est qualitatif, c'est avec les mains. C'est jamais exactement, sauf pour une expérience, les mêmes grandeurs dont il s'agit. Il y a un effet, par exemple, double entre la déviation des rayons lumineux en théorie newtonienne et en relativité générale. Mais physiquement, c'est la même chose. Ça permet donc, pédagogiquement, une approche beaucoup plus simple, un chemin beaucoup plus simple que celui qui, soit part d'Einstein, soit s'ancre dans le 19e. Le 19e n'étant pas relativiste, l'expérience de Michelson, qui aussi, dont on trouve les sources finalement chez Blair, on verra ça tout à l'heure, pose beaucoup de problèmes aux étudiants et à celui que j'étais. Moi, je n'ai jamais compris l'expérience de Michelson. Hein, et je commence à comprendre pourquoi je ne la comprenais pas. Parce que c'est absurde. Hein, on essaiera d'en montrer l'absurdité tout à l'heure. C'est absurde, c'est pas relativiste, donc c'est absurde. Vous avez deux trucs qui sont au repos l'un par rapport à l'autre et vous mesurez la vitesse de la Terre. On ne comprend pas. Bon, on ne comprend pas, mais on comprend grâce à l'éther. Parce que l'éther va, je le dis avec les mains, ça dira quelque chose et ça permettra d'avancer. L'éther conserve la vitesse de la lumière par rapport à la source, mais le prisme, le spectro, il se déplace. Et c'est comme ça, c'est ça l'expérience de Michelson avant tout. Bon, je le dis avec les mains, on y reviendra plus précisément, et puis n'importe comment, j'aurai pas le temps de... Il y a des équations derrière tout ça. Hein. Ce n'est pas une... Alors, comment dirais-je, ce n'est pas une préhistoire comme ça à partir de je pense que, etc. Il y a des équations qu'on peut déduire de tous ces travaux, même si elles ne sont pas exprimées mathématiquement, elles le sont grâce quantitativement, généralement ça se fait comme ça au 18e, les gens posent, ils disent tel angle, etc. Et à partir des angles, on arrive à retrouver la voie. Mais c'était en fait des choses qui étaient banales à la fin du 18e et qui n'ont jamais été exprimées à cause de l'aberration, à cause de Fresnel, à cause pour un certain nombre de raisons. Bon, je vais maintenant... Il ne faudrait pas que je m'endorme parce que je parle. Bon, voilà Clairaut. Alors Clairaut, encore une jolie gravure 18e, Clairaut, qui reprend les Principia dans les années 1750 et qui
parce que qu'est-ce qu'apportent les Principia? Alors les Principia, comme vous le savez, c'est une théorie de la gravitation, on en parlera ensuite, et puis ça vous le savez bien. Et puis une théorie corpusculaire de la lumière. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous savez que les Principia, c'est une dynamique, c'est-à-dire une théorie des forces. Les forces peuvent être la gravitation ou sur un cristal, sur un prisme. On va se servir de la dynamique de Newton, se sert de la dynamique des Principia pour essayer de rendre compte de la réfraction. Alors, on va le voir mieux chez Clairaut, parce que chez Newton, c'est tout à fait complexe, et Clairaut le dit. Là, vous avez la traversée d'un dioptre plan. Alors, vous voyez, la particule, le globule, dit Clairaut, arrive en H là-haut, et puis le ABCD, entre AB et CD, c'est la lame de verre. Et en fait, entre AB et X, là-haut, et dessous CD et X, vous avez ce que Clairaut appelle l'atmosphère du cristal. Et le mot, vous pensez à la réfraction astronomique, et ça permet de comprendre mieux. Alors, quand il arrive en H, il est pris par la force réfringente qui va l'accélérer. C'est une balistique de la lumière, en fait. C'est rien d'autre. Tout ça, c'est de la balistique. Les Principia, c'est de la balistique. Alors, parfois, c'est la force de gravitation, et là, c'est la force réfringente. Il est accéléré, et comme une balle de mousquet, c'est le mot qu'on emploie, dans le champ de gravitation de la Terre, quand vous tirez une balle, qu'est-ce qui se passe? Si la balle ne va pas trop vite, vous allez le voir, il va y avoir une parabole qui va descendre vers la Terre. La force est constante. Hein. Donc, c'est exactement G, c'est le champ de gravitation de la Terre. C'est une balistique banale. Tout ça est très simple. Donc, c'est accéléré et courbé. Et plus la vitesse est grande, moins on va subir le champ, et donc moins l'angle va être important, l'angle de réfraction. Grâce à cette théorie, parce qu'il y a la théorie derrière, il y a des équations, il y a deux équations, vous retrouvez d'abord la loi de Descartes, sinus I égale n sinus R, et puis aussi une loi de force qui va permettre de développer tout ça et qui n'a pas été vue par Clairaut. Même si la loi a été vue, il n'en a pas tiré toutes les conséquences. Bon, alors, une fois que le globule a subi la réfraction, après, il n'est plus soumis dans le cristal à aucune force, sa vitesse est plus grande. Ça va être comme ça que la théorie corpusculaire de Newton va tomber en 1850 par l'expérience de Fizeau, parce que la vitesse de la lumière est, on l'a mesuré à ce moment-là, plus faible et ça ne nous étonne plus, dans l'eau ou dans un cristal que dans l'air. Là, c'est le contraire. Bon, et ça va être une expérience cruciale, milieu du XIXe siècle, qui va permettre de dire c'en est fini vraiment avec la théorie corpusculaire qui battait déjà de l'aile depuis le début du siècle, parce qu'elle ne permet pas non plus d'expliquer les interférences, la diffraction, la polarisation, tout ce que la théorie de Fresnel, dont je ne parlerai pas, parce que je ne peux pas tout faire, et que n'importe comment, ça ne nous intéresse pas. On parle d'une dynamique de la lumière, d'une balistique de la lumière, on ne parle pas d'autre chose. Bon, et puis ensuite, elle prend le mouvement contraire, et voilà. Et grâce à ça, on a la formule de Descartes, et on va pouvoir travailler. Alors, c'est une force à courte portée. Je crois que c'est Priestley qui fait le calcul avec Mitchell. Enfin bon, elle est 10 puissance 19, je crois, fois plus importante que la force de gravitation. 10 puissance 19. Hein, il a fait un calcul. Je n'ai pas vérifié. Les calculs sont justes, mais dans le contexte de la théorie de Newton. Bien. Alors, John Mitchell, c'est quelqu'un qui est assez peu connu. C'est lui qui a inventé la balance de Cavendish, qui était son ami. Cavendish la reprend de Mitchell, mais je ne vais pas insister là-dessus, c'est quand même un grand monsieur. Et c'est lui aussi qui a prédit l'existence des étoiles doubles, à partir d'une statistique sur la distribution des étoiles dans le ciel, 1767. Bon, il est assez mal connu, y compris en Angleterre. En 1784, il s'attaque justement à la lumière et à la gravitation. Pourquoi? Parce qu'il veut mesurer, on ne va pas rentrer dans le détail, la distance des étoiles, et ça va lui donner une nouvelle donnée, disons, pour cela faire. Et il a une idée, et l'idée, c'est justement d'utiliser la théorie corpusculaire. Mais tout d'abord, il va développer une théorie de la gravitation de la lumière. Et c'est ça qui va le mener aux corps obscurs, à la déviation de la lumière, et aussi à l'effet Doppler-Einstein. On ne peut pas l'appeler autrement parce que c'est précisément ça. Bon. Alors, voilà. Les trois effets qu'on trouve dans l'article de 1784
de Mitchell. Le freinage, c'est-à-dire, alors c'est aussi une balistique, mais c'est une balistique à longue portée. Tout à l'heure, j'étais en théorie corpusculaire, balistique à courte portée, le long d'un cristal. Là, c'est une étoile, elle m'a pas l'air ronde, mais ça c'est à cause de mon... c'est pas très grave, j'ai déformé l'image. Mais alors vous avez d'abord, c'est comme une pierre. Il faut voir ça comme une pierre. Maintenant, le globule de lumière, c'est comme on va traiter finalement la lumière comme une particule matérielle. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer, c'est exactement, précisément cela. On va jusqu'au bout, et on va aller jusqu'au bout de cette idée selon laquelle un corpuscule lumineux se comporte comme une particule matérielle. Quand on a compris ça, on a tout compris, et tout marche. Tout marche avec les limites que la théorie newtonienne... Bon. Donc, il y a un freinage, comme une fusée que vous lancez, elle va redescendre. Bon, elle freine parce qu'elle est prise par le champ de gravitation, vous avez une vitesse d'émission. Alors, au 18e, et aujourd'hui je pense que c'est la même chose, à la surface d'une étoile, la vitesse, oui aujourd'hui bien sûr, je dis des bêtises, mais j'ai du mal parfois à revoir les choses dans la théorie actuelle. Je suis tellement 18e maintenant. Donc, la vitesse d'émission, quand je parlerai des vitesses d'émission, c'est la vitesse d'éjection de l'étoile. Hein. Cette vitesse d'émission, elle est toujours constante. Elle est toujours constante. Ça, la question n'est jamais posée différemment. Elle est constante. Alors, elle est constante comme une fusée qui va partir de Kourou. Et ensuite, le champ de gravitation, oui, il n'y a pas de moteur, donc bon, on donne comme un fusil. Le champ de gravitation, on va la freiner. D'où un freinage gravitationnel de la lumière. La vitesse de la lumière varie. Ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais il faut le penser comme une particule matérielle. C'est plus constant, c'est pas constant. Alors il y a une sorte de contradiction qui n'est jamais exprimée entre cette constante qu'on mesure grâce à l'aberration et puis ce fait que dans les théories, on la suppose variable. Bon, alors aux erreurs d'observation, d'expérience près, que sais-je. Ce n'est pas toujours clair, mais nous, et dans les théories, c'est parfaitement clair, la vitesse de la lumière est variable. Simplement, la contradiction, elle est justement dans les théories. On ne peut pas expliquer d'une manière cohérente ni l'aberration, ni un certain nombre de choses. Et ça, c'est justement ça qui fait la révolution, entre autres, de la fin du XVIIIe. Bon, le corps obscur, c'est lorsque le champ de gravitation est tellement, je parle de champ de gravitation, la force de gravitation est tellement importante, la masse de l'étoile, que ça vous retombe sur le nez. C'est exactement l'idée de corps obscur qui est très clairement exprimée chez Mitchell et que va reprendre avec les équations. Alors, si Mitchell n'exprime pas les équations d'une manière mathématique, il en donne tous les éléments et on peut refaire tous les calculs avec précision, ça a été fait dans des papiers. Et Laplace l'écrira très précisément en 1799 dans un article qu'il publie en allemand, sur lequel s'appuiera Soldner qui va penser à la déviation de la lumière au bord d'une étoile, et pas seulement du Soleil, et qui va en donner l'expression exacte. Exacte, newtonienne, ça sera la moitié de l'effet qu'Einstein reprend en 1911, mais c'est aussi bon qu'Einstein 1911. 1911, avant qu'il ne passe à la relativité générale, il va faire une théorie, je m'excuse, je passe d'une théorie à l'autre, mais je ne peux pas faire autrement, parce que justement, ce que je veux montrer, c'est non pas la préhistoire, mais les racines, n'est-ce pas, classique de la relativité. Donc, la théorie de la déviation de Soldner, elle est parfaite. Einstein le fera d'une manière différente parce qu'il utilise les équations de Maxwell, mais il trouve exactement le même résultat. Les deux manières de calculer sont parfaites et vous avez un effet moitié de celui qu'il va déduire de la relativité générale sur laquelle je parlerai très peu. Bon, donc, alors il y a une autre expérience que... Alors, ça c'est... Oui, bon. Avant de passer à l'autre expérience de Mitchell, Mitchell a une autre idée. Il s'aperçoit que, bon, vous savez, sinus i égale n sinus r. Bon, ce n, c'est VR sur VI. Bon, ça veut dire que, on voyait tout à l'heure que si, comment dirais-je, l'angle de déviation, en fait, le paramètre de la réfraction, ce n'est pas la fréquence, je ne vais pas parler de fréquence, c'est la vitesse de la lumière. Plus la vitesse de la lumière est importante, moins la particule va être soumise au champ, et donc moins l'angle sera important. Donc l'angle de réfraction est inversement proportionnel à la vitesse incidente. D'où l'idée de Mitchell, qui n'avait été ni prise par Newton, parce que Newton ne s'intéresse pas à la vitesse de la lumière, ni par personne,
c'est de faire rentrer un rayon lumineux perpendiculairement, ça c'était classique à la première phase du prisme, et de mesurer l'angle à la sortie. Et l'angle de réfraction, alors je vous signale que c'est encore vrai aujourd'hui, même si on passe par les fréquences, mais ça c'est un problème sur lequel je n'entrerai pas parce que c'est techniquement un peu plus compliqué, mais c'est toujours vrai, c'est vraiment vrai. L'angle de réfraction mesure la fréquence ou mesure la vitesse de la lumière. Et plus la vitesse de la lumière à l'entrée est importante, je m'excuse mais elle est variable, et bien moins l'angle sera grand. OK. Hein, comme un fusil. Quand vous tirez, plus vous avez un fusil je sais pas, dynamique, moins l'angle de déviation dans le champ de gravitation sera important, c'est évident. Si vous avez une très très grande vitesse, ben, si vous lancez une pierre comme ça, elle va retomber, plus fort, elle va aller plus loin, etc. Et l'angle de réfraction de la pierre que vous lancez est inversement proportionnel à la vitesse d'émission. C'est exactement ça. Et c'est ça que Mitchell voit. Et à partir de ça, le prisme est un instrument, c'est l'invention du spectro, en fait, hein, de l'effet Doppler, c'est l'effet Doppler. Bon. Et vous allez voir, c'est vraiment l'effet Doppler, parce que Blair, qui suit Mitchell, va en faire l'effet Doppler-Fizeau. Parce que Doppler a fait un beaucoup moins bon travail que Fizeau. L'effet Doppler-Fizeau devrait s'appeler l'effet Fizeau. Mais enfin, ça, c'est encore une autre histoire. Et l'article dont je parlerai tout à l'heure... L'article dont je parlerai tout à l'heure de Blair est aussi bon que celui de Fizeau, tout simplement, dans un contexte newtonien, vous allez voir. C'est très joli. Bon, donc, le prisme, c'est déjà l'idée du spectro. Mesurer un angle de réfraction, c'est mesurer la vitesse de la lumière. Simplement, Mitchell, qui ne voit que la distance des étoiles, ne s'intéresse pas à la cinématique. Il s'intéresse à la dynamique, c'est-à-dire lumière et gravitation. Alors, bon, je m'écarte parce que sinon je n'y vois rien. Vous avez là, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait inventé un système double, l'idée d'étoiles gravitationnellement liées, parce qu'il le dit ça, pas en 84 d'une manière explicite, mais un peu plus tard. Bon, et en fait, les étoiles doubles ne seront vues que par Herschel au début du 19e. Donc il les prévoit. Hein, il dit c'est pas par hasard si les étoiles sont liées, s'il y a tant d'étoiles, par exemple dans les Pléiades, il parle explicitement des Pléiades, et dans les Pléiades, il y a beaucoup de systèmes doubles, et il dit c'est pas par hasard, alors qu'Herschel lui pensait le contraire. Mais enfin bon. Et donc, il dit, bah, si on a un système double, je suppose, et ça c'est dans son article de 1784 très bien développé, mais je ne peux pas m'y attarder, si on a une étoile centrale qui est très massive, pas un corps obscur, n'est-ce pas, mais très massive, et un compagnon qui l'est moins, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que la vitesse de la lumière, dans les deux cas, est diminuée. Mais elle l'est moins par l'étoile compagnon, qui est de masse solaire, plus ou moins, et l'autre, dont il suppose, parce que tout ça c'est fait avec les mains, il suppose que la vitesse de la lumière, l'étoile est tellement puissante, tellement lourde, que la vitesse de la lumière est diminuée d'un vingtième, ce qui est énorme. Bon, mais il suppose ça, il fait ça avec les mains, hein, il se donne certaines choses. Mais la théorie est parfaitement juste. Bon. Donc la vitesse des deux faisceaux va être différente sur le prisme. Donc l'angle de réfraction, c'est pour ça qu'il se sert de tout ça. Il se sert des principia à courte portée sur le prisme et à longue portée en théorie de gravitation. Bon. Donc si on mesure la déviation relative des faisceaux, on a une mesure de la masse de l'étoile. Bon, ou en tout cas, une donnée qui va permettre d'avoir une idée de la masse de l'étoile. D'où, avec plein de raisonnements sur le système et la troisième loi de Kepler, et d'autres hypothèses sur lesquelles je n'entrerai pas, seul m'intéresse ça. Bon, on pourrait avoir une idée de la distance des étoiles, parce que le grand mystère à l'époque, c'est la distance des étoiles. Il n'y a que ça qui intéresse les gens, la vitesse de lumière, on s'en fout royalement. Bon, sauf lui. Donc, bon, alors, il y a quand même quelque chose qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, cette expérience a été faite d'abord en 1783, durant l'été. Maskelyne, qui est l'observateur, l'astronome royal, Mitchell est anglais, je n'ai même pas dit, c'était un pasteur anglican extrêmement secret, très introverti, qui est donc ami de Cavendish et qui a eu une correspondance avec Cavendish qui est extrêmement intéressante. Et à un certain moment, alors quand je parlais de la méthode de Mitchell, c'est lui qui appelle ça ma méthode, et Cavendish lui répond, c'est le prisme comme outil pour mesurer la vitesse de la lumière. Alors il a cette idée, il la confie à Cavendish,
Et il dit, je vais la garder secrète. Mais Cavendish lui répond, mais vous en avez déjà parlé à Londres lorsque vous êtes venu me voir l'autre fois. Et d'ailleurs, la meilleure manière d'assurer sa réputation, c'est de rendre les choses publiques. Cavendish, qui est lui-même un homme introverti et est quand même très conscient qu'il faut publier, même si lui-même n'a pas tellement tout publié. Donc Mitchell va lui confier son manuscrit, celui dont je parle, qui va être publié dans les Philosophical Transactions de la Royal Society, par l'intermédiaire de Cavendish, n'est-ce pas, qui est philo. Mitchell est très bien placé. Il connaît Cavendish, qui est à la Royal Society. Il connaît Maskelyne. Il connaît Herschel. Herschel, vous savez à quel point ça a été un astronome extraordinaire à l'époque. Et ils sont amis, ils se voient de temps en temps. Et Herschel va polir un prisme. Et ils vont aller dans les, je ne sais pas sur quelque hauteur, dans les bois, parce qu'on a vraiment très peu de documents, et ils vont, à l'aide d'une lunette sans tuyau, très probablement, un prisme, essayer de regarder dans les Pléiades pour repérer un système double et mesurer la déviation relative des faisceaux. Je vais mieux vous dire que l'expérience est négative, ils n'ont pas de résultat. Et Mitchell, dans son article qui suit, donc d'un an de ça, se demande pourquoi. Il dit c'est peut-être pas facile d'avoir des étoiles doubles. Et puis il dit aussi il est possible que la lumière ne soit pas soumise à la gravitation. Bon, bref, il se pose toutes les bonnes questions. Mais néanmoins, la théorie qui est derrière, celle-là, est parfaitement juste. Tellement juste que si vous remplacez la vitesse de la lumière par la fréquence, la théorie de la gravitation de Newton par la théorie d'Einstein, en 1925, un monsieur qui s'appelle Adams, ou Adam, je ne sais plus, tiens, mais enfin qu'importe, c'est un collègue d'Eddington, va faire exactement la même expérience sur Sirius. Sirius B, le compagnon de Sirius, et c'est comme ça qu'on va détecter la première naine blanche. C'est la même expérience. Et le résultat est positif. C'est non pas la première fois qu'on détecte ce qu'on appelle l'effet Einstein-Doppler, l'effet Doppler-Einstein. On appelle ça aussi le décalage des fréquences dans un champ de gravitation, mais c'est exactement la même idée. Simplement, au lieu de mesurer un décalage de fréquence, vous mesurez une différence de réfraction. Alors, là, il faut regarder ça d'un peu près, et il est certain que les deux théories sont analogues. Vous pouvez très bien avoir la fréquence comme paramètre pour la vitesse de la lumière à l'époque. Je ne dis pas qu'aujourd'hui. Mais néanmoins, lorsque vous faites sur un spectro une mesure de décalage, vous avez aussi un décalage en réfraction. En réfraction et en fréquence. Simplement, en fréquence, c'est beaucoup plus précis parce que vous allez viser les bandes et vous allez viser plutôt les raies. À l'époque, on ne sait pas ce que c'est que les raies. Les raies d'émission, les raies d'absorption, tout ça, on ne sait pas. Et donc, ça va être le grand fiasco, justement parce que, bon, alors ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, ça explique pourquoi ça n'a pas marché, mais il y a plein d'autres raisons. Mais l'expérience est, au niveau de la structure, absolument analogue à celle qui est réalisée dans le cadre de la relativité générale en 1925 ou 26. Bon, donc on a quand même déjà pas mal de choses. On a la déviation des rayons lumineux qualitativement. On a le troisième effet de la relativité générale. Je m'excuse, j'ai commencé dans l'autre bout, mais c'est comme ça que ça se pose historiquement. Et puis c'est comme ça qu'on peut comprendre. Il y a la déviation des rayons lumineux, et puis aussi l'idée de corps obscur, c'est pas rien. Bon. Et une théorie de la gravitation sur la lumière. Et la cinématique. Mitchell ne s'intéresse pas à la cinématique. La cinématique, c'est l'addition des vitesses. Mitchell n'en parle pas. Il n'en est pas question. Et pourtant, là-dedans, ça bouge. Vous avez un effet Doppler sur la vitesse des étoiles. Il n'en est pas question. L'effet Doppler, c'est exactement ce dont on vient de parler, c'est-à-dire une mesure de réfraction qui permet de mesurer les vitesses relatives. Alors jusque-là, ce n'est pas clair du tout, et je dois dire que, comme tout le monde, je n'avais pas vu que derrière, il y avait... Si, j'avais compris que c'était l'effet Doppler-Einstein, mais un effet Doppler cinématique, bon. Et en fait, je suis tombé sur un papier qui est d'un monsieur qui s'appelle Robert Blair, qui est un Écossais, qui est, alors, il est un peu plus jeune que Mitchell. Mitchell est né en 1724, meurt en 1793. Blair, 1748-1828. Soldner. Oui, j'avais... pardon. Voilà Soldner, dont je parlais tout à l'heure pour la déviation des rayons lumineux. Et voilà Blair, c'est la seule image qu'on ait de lui à Édimbourg, et il y a son buste. Ceci dit, c'était un monsieur
qui était très mal vu. Très, très, très mal vu. Encore aujourd'hui, il est très mal vu. Le seul papier que j'ai vu sur lui. Alors, il n'est pas dans le dictionnaire des historiens, le DSB, Dictionary of Scientific Biography. Il n'est nulle part. On n'en parle pas. Il a fait 2-3 papiers sur les problèmes d'achromatisme, etc. Mais on en parle très, très peu. Sinon, pour dire qu'il ne faisait pas ses cours et qu'il n'était pas sérieux, il ne venait pas aux réunions. Enfin bon, il est extrêmement mal vu en Écosse. Et en fait, il travaillait souvent à Londres avec son fils Alexandre, justement, et il semble qu'il ait inventé les prismes liquides. Enfin, il a travaillé sur des prismes avec... bon, c'est le problème de l'achromatisme sur lequel je ne dirai que quelques mots, parce que c'est un problème complexe, mais qui va avoir une certaine importance dans notre histoire. Bien, donc, en 1786, il publie un papier. Alors moi, je l'ai eu longtemps dans mes archives, sans avoir le courage de le lire. C'est une proposition, n'est-ce pas, pour mesurer la vitesse de la lumière. Bon. Et en fait, il développe tout ce dont je vous en parlais, c'est-à-dire, pas parler, mais dont je vais vous parler, une cinématique de la lumière. Une cinématique analogue, tout simplement, à celle des particules matérielles. Ce n'est pas la peine, vous savez déjà tout. Analogue. Alors, il laisse l'aberration de côté, c'est-à-dire qu'il libère... Et tout à l'heure, je disais Einstein libérait, lui aussi il libère, et ça ne fait pas de mal parce que ça permet de respirer. Bon. Il libère la vitesse de la lumière, il ne dit plus la vitesse de la lumière est constante, il regarde jusqu'où on peut aller, jusqu'au bout d'une cinématique relativiste de la lumière. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il va jusqu'au bout. Il ne se fatigue pas. Alors il parle de l'aberration parce qu'il en a besoin pour ses mesures, mais il ne dit pas les contradictions qu'il y a derrière, parce qu'il a une vitesse de la lumière, alors là, qui va être complètement libérée et donc qui ne va pas être constante du tout, mais aux erreurs d'expérience près. Parce que vous savez, l'aberration, c'est quand même un tout petit effet sur la vitesse de la lumière. Ça ne fait pas grand-chose, et sur les réfractions, rien du tout. Et ça, Arago va être très clair là-dessus, parce qu'Arago s'appuie sur Blair. C'est-à-dire dans Arago que j'ai trouvé le nom de Blair. Voilà, vous savez tout. Bon. Donc, c'est un manuscrit tout simplement splendide, naïf, mais ça peut être naïf et splendide. Il va jusqu'au bout. Il ose faire ce que personne n'osait faire, c'est-à-dire, on va voir jusqu'où ça va, mais il ne le dit pas comme ça. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à ça. Il s'appuie sur John Mitchell. Il reprend la méthode de John Mitchell. Il a entendu parler, avant, paraît-il, dit-il, que l'article ne fut publié. Son article est de son manuscrit, qui est resté donc manuscrit. Il n'est pas accepté. Il a été présenté à la Royal Society par quelqu'un qui n'est pas John Mitchell, mais qui est du milieu. Et il est resté à l'état de manuscrit. Bon, et donc c'est justement parce qu'il parlait de Mitchell dans quelques détails que je suis rentré dedans et que je me suis fatigué à essayer de comprendre, ce qui n'était pas évident parce qu'il est même mal rédigé. Il revient plusieurs fois sur le même sujet, c'est embrouillé. Bon, donc c'était pas évident. Donc il exprime tout simplement une cinématique relativiste, mais dans le sens classique, de la lumière. Et il va jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'il trouve? L'effet Doppler. Alors, ce que Mitchell n'avait pas dit, il parle d'un effet Doppler gravitationnel, einsteinien, on peut dire. Mais lui, il parle d'un effet Doppler classique, de l'effet Doppler, qui n'est pas Doppler, puisque c'est 60 ans avant Doppler. Doppler, c'est 1840. Et en fait, il fait aussi bien que Fizeau, parce que Doppler n'a rien pigé ou pas grand-chose. Il a fait un effet Doppler pour le son, mais pas pour la lumière. Pour la lumière, je ne parlerai même pas de la théorie de Doppler, elle nous embrouillerait l'esprit inutilement. Mais Fizeau fera très bien les choses en 1848, sans connaître d'ailleurs l'article de Doppler, sans connaître bien sûr les travaux de Blair. Tous ces gens-là n'avaient rien lu, ce n'était pas publié. Donc la lumière est soumise à la même cinématique que les particules matérielles. Alors Blair ne pose pas la question de la constance de la vitesse de la lumière. Il reprend la méthode de Mitchell, le prisme est un outil pour mesurer la vitesse de la lumière. Point. Et c'est parfaitement juste. La réfraction, avec des mesures très précises de réfraction, encore aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on regarde si on peut, mais je crois qu'on ne pourra pas parce qu'on n'aura pas des mesures assez précises. Mais ça, on s'en fiche. On parle de théorie, on ne parle pas de problèmes expérimentaux. On va y venir. Alors, comment fait-il? La première idée qu'il a, c'est de vérifier la méthode de Mitchell. Alors, voilà son prisme.
ce sont des prismes achromatiques, ce qui pose un autre problème, mais laissons-le de côté. Vous avez une étoile G qui s'approche de la Terre, une étoile K qui s'en éloigne, disons, et la vitesse donc, de la lumière est différente, l'angle de réfraction est différent. Si l'angle de réfraction est différent, alors on a bien l'effet Mitchell. Sinon, ben, on ne l'a pas. Mais la première idée, très claire, c'est de s'inquiéter de ça, de savoir si la méthode de Mitchell est correcte ou pas. C'est un dessin que j'ai repris de son manuscrit. Simplement, on l'a redessiné parce que c'était un petit peu fouillis, mais il y a exactement ce dessin dans son manuscrit. Bon, bien entendu, enfin on y viendra tout à l'heure, pour des raisons que j'expliquerai, il ne va parvenir à aucune méthode. Alors après, étant donné que l'effet est très petit, il va inventer une grosse machine que vous voyez là, et qui est reprise aussi de son manuscrit, afin de magnifier, n'est-ce pas, l'effet. Alors, bon, première chose, vous avez 12 prismes. Ces prismes sont formés de 3 substances, de trois parties, Flint et Krohn. Depuis le milieu du XVIIIe, la grande mode, c'est l'achromatisme, n'est-ce pas? C'est les lunettes achromatiques de Dolon. Vous savez qu'il y a des problèmes de diffusion, et en fait, c'est Dolon qui parvient, je crois que c'est en 1748, en associant du Krohn et du Flint, à réduire ces problèmes, et il construit des lunettes et des prismes achromatiques. Alors, ces prismes achromatiques ont le bon goût de resserrer les faisceaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de la dispersion, vous avez un faisceau qui est complètement fermé. Vous ne voyez plus les raies. Tout est aligné. Bon. Donc, bien entendu, comme on veut faire des mesures de réfraction et qu'on ne connaît pas les raies, on n'a aucune idée, les raies ne sont vues qu'au début du 19e par un certain nombre de gens, dont Ritter et Wollaston. Mais elles ne sont pas comprises, elles ne seront pas comprises avant Huggins, des choses comme ça, enfin très très longtemps. Ça va être très très compliqué, l'effet Doppler. Bien, donc, les prismes sont faits en 3 parties. Et vous avez, comme tout à l'heure, un faisceau qui vient d'une étoile et l'autre d'une autre, et on va essayer de magnifier ça, et on va essayer de mesurer la réfraction qui est multipliée par 12, je ne vous explique pas comment, enfin, vous le comprendrez si vous regardez de près. Mais ça ne fait rien. Alors évidemment, il construit ça, et puis il s'aperçoit qu'il y a beaucoup trop d'absorption, et que même avec un prisme, il a du mal. Alors, il explique exactement comment tout ça est fichu, comment les prismes sont collés avec une gélatine dont l'indice est peu différent de celui des prismes. Enfin, il fait très attention, mais il a beaucoup trop d'absorption, et en fait, il n'a pas d'image du tout, même pour des étoiles assez proches ou pour des planètes. Bon, mais ça ne fait rien. Il ne parvient pas, à même avoir, non pas mesurer un angle de réfraction, mais il ne parvient même pas à avoir une image, 2 images. Alors, ça ne l'empêche pas de faire la théorie. Hein, et la théorie est parfaitement juste, parce qu'il n'y a pas, enfin la théorie, de dire ce qu'on peut en faire. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Ben, on peut mesurer la vitesse du Soleil, on peut mesurer la vitesse des planètes, on peut mesurer la vitesse des étoiles. Il le dit explicitement, n'est-ce pas? Et, alors je vais le citer quand même, ça veut. Alors, vérification de l'effet Mitchell, je le cite, une traduction. La vérité de cette hypothèse sera testée par un véritable essai, c'est traduit plus ou moins bien. Est-ce qu'une variation de la réfraction est une conséquence d'une variation de la vitesse relative? On est bien en relativité galiléenne. Déterminer, alors la détermination du mouvement du Soleil. Si le système Soleil est au repos ou en mouvement, et si tel est le cas, la quantité et la direction de ce mouvement. Il compare aussi déterminer le mouvement des planètes, des comètes, des étoiles fixes, quelle que soit leur distance, dit-il. Il compare la réfraction des rayons solaires à ceux d'une chandelle. Et alors, par exemple, il l'exprime sous ces mots, sous ces termes, le mouvement de l'observateur étant connu, déterminé par inspection, le mouvement par lequel toute planète, comète ou étoile fixe, aussi loin soit-elle, s'approche ou s'éloigne de l'observateur, et inversement, dans l'autre sens. Donc, c'est parfaitement l'effet Doppler-Fizeau. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, on ne trouve pas mieux chez Fizeau. Il y a même une chose qu'on ne trouve pas chez Fizeau et qu'on trouve chez Blair, il a l'idée de mesurer la rotation, les vitesses de rotation, puisque l'étoile tourne. Si l'étoile tourne, vous aurez, du côté où elle vient, la lumière vient vers vous, du côté où elle vous
quitte, une vitesse relative, et on peut mesurer, et ça sera fait, ça, mais beaucoup plus tard. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini. Là, il est dans la théorie corpusculaire. Hein. Bon, il est dans la théorie corpusculaire, mais il connaît bien la théorie ondulatoire pour laquelle il a le plus grand mépris. Parce qu'à l'époque, il y a deux grandes théories, je n'ai pas eu le temps d'en parler parce que, bon, c'est déjà suffisamment copieux, mais vous avez deux théories qui sont en concurrence. La théorie corpusculaire de la lumière, et puis la théorie ondulatoire de l'air. Euler s'inquiète de ces choses-là, d'ailleurs, mais je n'ai pas le temps d'en parler, et il ne voit pas les choses... Il s'en inquiète, il fait même quelques calculs sur la théorie corpusculaire, mais il défend la théorie ondulatoire. Bien. Et en fait, Blair, justement, se pose tout simplement comment dirais-je, les bases de ce qu'on appelle l'expérience de Michelson. Alors, je vais vous montrer comment ça se fait, puis on va essayer de comprendre. Voilà. Ça, il donne pas le dessin. Est-ce qu'il donne... Non, il ne donne pas le dessin. Bon, mais... Alors, vous avez une chandelle dans une pièce close. Alors là, on est en théorie ondulatoire. L'éther est de rigueur. La vitesse de la lumière, dans les quatre directions qui sont indiquées, est constante par rapport à la bougie, puisque l'éther, la lumière est une vibration de l'éther. Mais les prismes, ils bougent, puisqu'ils sont entraînés par la Terre. Vous avez donc une vitesse relative, puisque le prisme reste, lui, cohérent avec la théorie de Newton corpusculaire. Le prisme est toujours un outil pour Blair de mesure de la vitesse de la lumière. Vous avez des prismes qui, si le mouvement de la Terre va par là, vont s'éloigner, d'autres vont se rapprocher. Donc on peut déterminer dans une pièce close le mouvement de la Terre. C'est exactement Michelson. Bon, Michelson, c'est deuxième ordre, etc. Mais on ne va pas se fatiguer dans Michelson, moi, je n'ai jamais compris. Bon. Mais justement, c'est incompréhensible. Et lui, il dit, mais c'est un très curieux phénomène. Il n'y croit pas. Il donne ça, justement, comme contre-exemple, d'une certaine manière. N'empêche qu'il a compris fort bien les choses. Alors, bon, comme je l'ai dit, les travaux de Blair restent dans le tiroir, dans les dossiers de la Royal Society. Et le siècle avance, on est en 1786, 2 ans après l'article de Mitchell. Et au début du XIXe siècle, ici même, à côté, il y a déjà eu quelque chose dont je n'ai pas parlé parce que je n'ai pas eu le temps, ou plutôt je n'y ai pas pensé, c'était Romer qui, qui a été le premier à... Bon, enfin c'est un peu un sujet différent, mais qu'importe, qui a montré que la vitesse de la lumière était finie, bon, grâce au mouvement des satellites de Jupiter. Ici, hein, il était ici. Bon, il y a un deuxième qui vient, c'est Arago. Arago prend ses fonctions ici au début du 19e. C'est un jeune homme et il est très sympathique, mais il a des difficultés avec pas mal de ses collègues, en particulier avec Biot. Mais ça, c'est autre chose. Et une des premières idées d'Arago, c'est justement de s'intéresser à la vitesse de la lumière. Bon, il a lu l'optique de Newton, très bien, et certaines choses sont dans l'optique, mais il connaît aussi bien les Principia. Et en fait, il a lu Mitchell, il est un des rares après Laplace à avoir lu Mitchell, il le cite abondamment, il cite par exemple la diminution de la vitesse de la lumière. Et il ne comprend pas, alors c'est un des premiers après Blair à dire je ne comprends pas. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais il dit il n'y a aucune raison pour que la vitesse de la lumière soit constante. Pour lui, c'est absurde. Pourquoi? Il n'y a que des raisons pour lesquelles la vitesse de la lumière ne doit pas être constante. Il sait bien qu'on la mesure constante. Pourquoi? Il y a le mouvement, justement, des astres et de l'observateur, de la Terre. Et puis, il y a l'effet Mitchell de diminution. Il y croit. Et il s'attarde. Il va encore en parler à la mort de Fresnel en 1830. Hein, il s'attarde sur l'effet Mitchell en disant il y a aussi, si les étoiles sont de masses différentes, vous allez avoir des vitesses, des vitesses différentes. Bon. Et donc, il n'y a que des raisons pour lesquelles. Et il n'a pas lu Blair. Mais il en a entendu parler, parce que bon, je n'ai pas le temps d'en faire l'histoire. Je vous fais très peu d'histoire, en fait. Hein. Moi, j'ai fait l'histoire, mais là, pour que vous compreniez, il faut d'abord tracer les grandes lignes. Bon. En fait, Blair va être cité par un certain nombre de gens, par un monsieur qui s'appelle Robison, aussi à Édimbourg. Mais peu, mais on en parle. Et en fait, c'est probablement par Robison que Arago a entendu parler de Blair. Et il cite, mais pas pour ça. Pas pour ça, il n'a pas lu le manuscrit. Et il va refaire l'expérience avec un seul prisme. Au début du XIXe siècle, l'expérience d'Arago, c'est l'expérience de Blair avec un seul prisme, celle que je montrais tout à l'heure. Ce genre de choses.
il va se mettre ici et il va... il faudrait que je retourne sur Mitchell, ça c'est encore plus simple. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est ça. Il va faire des mesures de déviation de la lumière venant d'étoiles, venant de toutes les directions. Il va prendre n'importe quelle étoile. Donc il est sûr, d'abord, que les étoiles ont des masses différentes, donc il y a déjà un effet Mitchell de diminution de la vitesse. Elles ont des directions différentes, il y a le mouvement de la Terre, il y a le mouvement propre, il n'y a que des raisons. Donc on doit trouver un angle de déviation différent. Alors l'expérience d'Arago, bon, elle va donner un résultat nul. Lui, il va faire vraiment l'expérience. Lui, il a des mesures. Ces mesures, on les a à l'observatoire. On a tout un cahier des expériences d'Arago, ça va être publié beaucoup plus tard, en 1853, parce qu'Arago va en parler à l'Académie. C'est une des raisons pour lesquelles il va d'ailleurs être élu à l'Académie, contre plus ou moins l'avis de Laplace. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails historiques. Aujourd'hui, j'essaie de faire la physique avec les mains, hein, et me servir de la physique pour comprendre la physique d'aujourd'hui. Hein. Et donc, il a trouvé un angle de réfraction constant. Hein, constant, quelle que soit la direction, etc. Et il ne comprend pas. Et il dit, je ne comprends pas. Alors il invente un truc qui est assez... Enfin bon, c'est toute une théorie liée à ce qu'a fait Demeurant, dont je ne vais pas parler non plus, parce qu'il y a plein de gens, je vous les montrerai tout à l'heure, dont je ne vous ai pas parlé. J'ai simplifié au maximum. Demeurant s'intéresse à la réfraction, etc. en 1739. Et Laplace aussi va faire des choses du même genre. Et bon, il y a des calculs qui sont faits, et en fait, on pense que la vitesse de la lumière, elle est mesurée dans l'humeur de l'œil. Bon. Et Arago reprend ces trucs-là pour dire, bah, finalement, il n'y a peut-être pas de problème, parce que c'est dans l'humeur de l'œil que finalement ça se mesure. Et Laplace a fort bien montré avec Biot, un petit peu plus tard d'ailleurs, montrera, probablement lié à ça, que la vitesse de la lumière est la même dans un même milieu. Et ça, c'est juste, bien sûr. Bon, mais il le montre avec la théorie corpusculaire. Donc, au milieu de tout ça, il ne comprend pas. Il ne comprend pas et il donne une explication ad hoc. Bon, et puis là, il y a Fresnel qui arrive. Alors, quels sont les choix d'Arago? Aujourd'hui, on pourrait dire, son choix, c'est de laisser tomber la relativité de la lumière, l'addition des vitesses. Bah, ça, c'est pas pensable, évidemment. La question n'effleure personne. La relativité, c'est quelque chose. Ils ont bien raison, d'ailleurs. Parce qu'après, avec les terres, dans quelle pagaille on va se mettre. Mais, donc, il va laisser tomber la théorie Newton, la théorie corpusculaire, forcément. Et donc, il s'appuie sur Fresnel. Alors, ce qui est amusant là-dedans, c'est que Fresnel, quand on lit un peu Fresnel, contrairement à ce qui a été dit par mes chers collègues, Fresnel n'a pas compris l'expérience d'Arago. Il n'a pas vu que c'était un effet Doppler. Il n'y a pas que lui. Personne ne l'a vu au XIXe et au XXe guerre. Bon, l'expérience d'Arago, elle a été mal comprise. L'expérience d'Arago, c'est tout simplement une expérience Doppler, point à la ligne. Donc, Arago, loin, n'est-ce pas, que ça doive être une expérience négative, c'est une expérience qui aurait dû donner un résultat, qui aurait dû permettre de mesurer, c'est l'évidence, la vitesse de la Terre et la vitesse des étoiles, tout ce qu'on veut. Si ça avait été les fréquences, mais je vous dis, les fréquences et la réfraction, bon, vous pouvez ne pas me croire, mais vous refaites les calculs, c'est la même chose. C'était donc parfaitement une expérience Doppler. Et Arago est parfaitement clair là-dessus. Sauf que Doppler n'est pas encore là, sauf que, bon, Fizeau non plus. Et pendant tout le 19e, bah, on va... Alors, toute la théorie de Fresnel laisse tomber l'effet Doppler. Et en fait, au 19e, on va laisser entendre que la vitesse de la lumière, bon, est indépendante de la source, tout ça, et on va laisser l'effet Doppler de côté. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. L'effet Doppler permet bien de mesurer la vitesse, non pas de la lumière, mais la vitesse des astres. Et ça, c'est pas cohérent dans le corpus 19e sur lequel je n'interviendrai pas. Sur lequel vous aurez une conférence dans un mois d'Arigol, Olivier d'Arigol, qui vous parlera de tout ce corpus 19e qui est complètement décalé par rapport à celui-là et qui représente les véritables racines historiques sur lesquelles Einstein et les autres se sont appuyés. Là, Einstein n'a rien vu de tout ça. Personne ne savait, ça n'intéressait pas. Il ne cite même pas Arago, il cite Fizeau, mais dans un autre contexte. Einstein n'a pas vu ça. Alors, on va regarder les expériences d'Arago. Le voilà. C'est un tableau qu'on a à l'observatoire. Alors, voilà comment Arago procède.
fait des mesures à 6 heures, à 18 heures, et avec la vitesse, pas la vitesse de rotation de la Terre, c'est la vitesse de la Terre. La rotation permet d'inverser les mesures. Mais n'importe comment, il va même faire des mesures de vitesse de la lumière sur un réverbère rue Saint-Jacques. Il va prendre toutes les sources qu'il peut, puisque forcément, elles sont en mouvement. Donc, en fait, c'est... Bon, voilà son cahier. Hein, c'est des mesures qui sont faites au mural qui étaient ici. Bon, quand on regarde des comptes rendus d'expérience, on voit bien qu'il a, je crois que c'est 14 secondes, etc. Aux erreurs d'expérience près, il fait une analyse assez claire. Alors, son analyse va être mise en cause. Alors, tout ça, bon, personne n'a compris, mais il y a quand même un certain nombre de gens qui l'ont vu. Par exemple, Mascart a assez bien compris, et Maxwell. Maxwell revient là-dessus, dans une lettre à Huggins, et il a fort bien compris qu'il y a en effet à la fois un effet en fréquence et un effet en réfraction. C'est quelque chose qui est parfaitement clair au 19e, dans le cadre de la théorie corpusculaire. Mais la théorie corpusculaire n'est pas à la mode. Et alors, il fait une critique, lui et d'autres, une critique assez juste probablement des expériences d'Arago. Avec un prisme achromatique, il n'est pas possible d'avoir une précision comme celle qu'Arago pensait avoir. Et donc, c'est ça qui explique. Alors, le prisme achromatique, comme je vous l'ai dit, on a un seul faisceau. Tous les faisceaux sont resserrés, et en fait, on ne voit pas les raies. On ne voit pas les raies. On ne sait pas ce que sont les raies. À l'époque, 1806-1810, vous voyez, ça c'est 1809, on ne sait rien de ça. Alors, il faudra attendre très longtemps. Il faudra attendre, pour l'effet Doppler, il faudra attendre Doppler, Fizeau, et puis Huggins et bien d'autres, Vogel, etc. À la fin, c'est seulement à la fin du 19e qu'on pourra faire des mesures précises de ce genre. Donc on est très, très en avance. Alors, l'article de Blair, quand on le regarde un peu loin, c'est l'article qui est le plus proche de l'article d'Einstein de 1905, tout simplement. Parce que c'est une cinématique relativiste de la lumière. Il a l'effet Doppler. Il a l'idée de l'expérience de Michelson, et ce n'est pas Poincaré qui a apporté des choses aussi proches. Alors bien sûr, il n'a pas Lorentz. Il n'a pas Lorentz. L'addition des vitesses est une addition relativité classique, galiléenne, on additionne les vitesses. Alors il suffit, si je puis dire, d'ajouter au travail de Doppler, au lieu de prendre des transformations de Galilée, prenez les transformations de Lorentz. Au lieu d'ajouter les vitesses selon Galilée, vous les ajoutez selon Lorentz. Ce n'est plus une addition, c'est une loi plus complexe qui fait que la vitesse de la lumière, quel que soit le mouvement des sources. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en 1905, Einstein, bon, c'est pas étonnant qu'il ne s'appuie pas là-dessus, il s'appuie sur rien, n'importe comment, même pas sur Michelson, même si il ne s'appuie pas sur Lorentz, mais malgré tout, bon, enfin, ça c'est un autre sujet. Mais ce qui est plus étonnant, c'est qu'il parle de l'effet Doppler et il rend l'effet Doppler. Alors vous savez que dans l'article de 1905, il pose deux principes. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il ne pose pas la constance de la vitesse de la lumière, contrairement à ce que j'ai dit, parce que j'ai voulu aller vite, et ce qu'on dit très souvent. Il pose l'indépendance de la vitesse de la lumière par rapport à la source. Donc il n'est pas vraiment relativiste au début. Il reste classique, c'est-à-dire il reste lié à l'expérience. Et il pose le principe de relativité. Bon. À partir de ça, il retrouve les transformations de l'addition des vitesses selon Lorentz, disons, et puis il en déduit à la fin de l'article que la vitesse de la lumière elle est non seulement indépendante de la source, elle est aussi indépendante de l'observateur. Tout va bien, elle est constante. Mais il ne le pose pas au début. Alors c'est un peu étonnant parce qu'il n'est pas relativiste, vraiment. Hein, sinon il le poserait tout de suite. Il avait le droit. Mais il ne l'a pas fait comme ça. Bon, ça c'est un peu étonnant. La deuxième chose, c'est que au 19e, à cause de l'éther, on a deux formules, j'en ai parlé vaguement tout à l'heure, on a deux formules pour l'effet Doppler. Alors voilà Fresnel, dont j'ai peu parlé, Fizeau, Doppler n'a pas eu droit, ce qui m'agace. Et donc tout au long du 19e, on a deux formules à cause de l'éther, parce que c'est pas relativiste. Une formule de l'effet Doppler pour la source, une formule pour l'observateur. Deux formules différentes, elles sont exactes au premier ordre. Et c'est pas la première fois, quand Einstein écrit son article, qu'on a une seule formule. C'est Einstein le premier qui donne une formule, une seule formule pour l'effet Doppler, liée à la vitesse relative de la source
et de l'observateur. Mais en fait, bien avant lui, Blair, implicitement, parce qu'il n'écrit pas la formule d'une manière précise, a déjà cette idée. Alors là, vous avez l'ensemble des gens, ou à peu près l'ensemble des gens dont je n'ai pas parlé, en noir ceux dont j'ai parlé, et puis les autres, j'ai laissé tomber. Mais tous ces gens-là se sont intéressés à cette question. Depuis Galilée, Newton, de Méran, j'en ai dit 2 mots. Tous ces gens-là, Clairaut, Buffon aussi, tous ces gens-là se sont intéressés à cette question. Tous ces gens-là se sont intéressés à cette question et l'ont traitée de manière plus ou moins différente. Bien. Donc, ma conclusion, c'est que, je vais vous choquer, mais bon, ce n'est pas la première fois, il faut sauter le 19e siècle. Pour une pédagogie de la relativité, il ne faut surtout pas parler de l'éther, parce qu'on ne comprend pas. Et qu'en passant du 18e au 20e directement, c'est plus tellement compliqué, la relativité. Voilà, donc c'est pédagogiquement utile, tout au moins je le souhaite. Je vous remercie de votre attention. Jean, maintenant c'est le temps des questions. Donc si vous avez quelques questions, c'est le moment. Oui, c'est pas une question, c'est juste une remarque de vocabulaire. Mais enfin, le vocabulaire est parfois ambigu ou pas innocent. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, pour ce que je vais dire, je ne sais pas ce que pensaient les gens du 18e, mais je considère un photon, c'est-à-dire un corpuscule lumineux, aujourd'hui. Quand, justement, je dis corpuscule lumineux, il ne faut surtout pas dire lumineux. C'est un corpuscule de lumière, mais il n'est pas lumineux en soi. Sinon, ça veut dire qu'il envoie de la lumière. On ne voit les photons ou l'impression de lumière que si les photons rentrent dans l'œil et tombent sur la rétine. Vous avez parfaitement raison. Et puis, la réaction du cerveau. Raison. Mais on dit corpuscule lumineux, quand même. C'est dans les textes. Oui, mais on ne devrait pas. Oui, mais s'il le dit, je le dis. S'il n'y a pas de poussière, s'il n'y a pas de diffraction moléculaire, vous pouvez avoir tous les photons que vous voulez qui vous passent devant le nez, vous ne les verrez pas. Oui, mais vous savez bien que chez Newton, vous avez des corpuscules lumineux qui sont, quand il essaie de faire, dans ce cadre, une théorie de la lumière, de la couleur, des corpuscules rouges, des bleus, des verts. Bon, ben c'est comme ça. Oui, non, mais... Donc, corpuscules lumineux, même colorés. Ben oui. Oui, mais ça... Non, mais écoutez, déjà, je fais un gros effort pour les physiciens. J'essaie de faire servir l'histoire à la physique, mais je ne peux pas non plus laisser tomber tout le vocabulaire qui va avec, parce que sinon, où va-t-on? Pauvre Newton. Il se trouve que j'ai enseigné à des enfants malades en 4e les couleurs, la lumière et tout ça. On dit bien dans les bouquins de 4e que l'impression lumineuse dépend aussi de la physiologie. Mais ce n'est pas clair à cette époque, cher monsieur. Vous avez raison. Je suis d'accord. Mais moi, je suis 18e. Oui. Je suis un vieux monsieur. Non, mais à l'époque, je ne sais pas. Mais vous avez raison, c'est une bonne remarque. Je suis d'accord. Techniquement, je ne suis pas d'accord historiquement. Non, mais... C'est une bonne remarque. Je ne vous contredis pas. Hein. Non, mais je pourrais même, j'ai d'abord cru, quand vous l'avez dit, que je me laissais emporter, ça m'arrive. Vous savez, bon, c'est avec les mains, alors si on doit faire un truc très très mathématique, on ne comprend plus rien. Bonsoir, j'ai une autre petite question pour rebondir sur celle de monsieur, puisqu'on a parlé de la déviation des corpuscules lumineux par la gravitation. Est-ce qu'à cette époque, ils ont essayé de mesurer, s'il y a déviation, c'est-à-dire que le corpuscule lumineux était considéré avec une masse? Est-ce qu'ils ont... Non. Ça, c'est pas juste, parce que s'il n'a pas de masse, il ne réagit pas à la gravitation. Non. Vous savez très bien que dans la loi de la gravitation, le principe d'équivalence chez Newton, enfin le principe d'équivalence, bon, laissons le principe d'équivalence, mais c'est ça, lorsque vous faites F égale MA, gamma pour les gens de mon âge, vous divisez par M. C'est indépendant, les trajectoires déjà chez Newton sont indépendantes de la masse. Donc ça ne pose pas de problème. Les trajectoires, ça c'est justement la relativité générale, principe d'équivalence. Donc ça ne pose pas de problème. Donc en fait le problème de la masse, qui est une bonne question, n'est pas vraiment exprimé. Euler s'inquiète de la perte, et puis il n'y a pas que lui, mais c'est dans les lettres à une princesse d'Allemagne, il s'inquiète de la perte que le Soleil fait de son énergie, c'est sa masse, il perd de la masse. Ce n'est pas tout à fait faux quand on pense à nos références einsteiniennes. Mais il n'est pas clair que ces globules soient massifs ou non. Je n'en ai pas parlé. Il n'est pas clair.
Massif pour massif, on ne sait pas très bien. Hein, donc, il faut rester dans une certaine ambiguïté. On ne peut pas reprendre tous nos acquis d'aujourd'hui. Il faut rester aussi un peu dans l'histoire. Mais c'est juste. Hein. Et en tout cas, il n'y a pas eu de mesure. Il n'y a pas eu de mesure avant. C'est Einstein. Alors, en 1911, Einstein, il savait d'ailleurs que dans la théorie de l'émission, il y avait quelque chose de ce genre. Il y a juste un paragraphe dans une lettre à Freundlich qui fera les premières mesures de déviation de la lumière sans y parvenir. En 1913, il écrit à Freundlich là-dessus. Et en 1911, il a donc l'idée de faire le calcul de Soldner qu'il ne connaît pas. Bon, et il trouve donc la même mesure. Et il a l'idée aussi à ce moment-là d'utiliser une éclipse. Alors je ne vais pas rentrer sur le problème de l'éclipse, des plaques, etc. Mais il a cette idée-là. Freundlich s'en saisit, et puis Freundlich ne va pas y arriver. Et puis, c'est comme ça qu'on a connu Soldner, un monsieur qui s'appelle Lennart, qui était un prix Nobel, mais qui ne l'empêchait pas d'être nationaliste et même nazi, a repris l'article de Lennart, de Soldner, qu'il a republié dans Annalen der Physik, pour montrer, pour laisser entendre qu'Einstein n'apportait rien. Quoi. Que c'était déjà... Mais ils ne sont pas allés plus loin. Donc Soldner, on le connaissait depuis 1921, l'article de Lennart, enfin, Soldner republié par Lennart en 1921. Mais c'était vraiment un problème d'antisémitisme, ça. Ils sont bien silencieux. Ah. Bon, ben, oui. On va rigoler. Tu es bref. Hein. Rebonsoir, Sanchez, Université d'Orsay. Oui, j'ai parcouru ton livre, Jean, hein, et en parlant de Poincaré, tu dis Poincaré a insisté sur le principe de relativité. Or, d'après le livre de Leveugue que j'ai lu aussi, j'ai comparé les deux, Leveugue affirme que c'est Poincaré qui a introduit la terminologie de principe de relativité. Et que dans l'article d'Einstein, comme par hasard, pourtant il a écrit en allemand, on retrouve le même ordre dans les mots, c'est-à-dire je ne connais pas l'allemand, mais disons que Principia de Relativitat, alors qu'ensuite, dans les termes germaniques qui ont suivi, on retrouve l'adjectif est replacé dans l'autre sens. Bon, bref. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi que tu ne parles pas dans ton livre de tous ces détails historiques très importants. Tu parles toujours de relativité dans les temps passés, mais tu oublies de dire, apparemment, ou je me trompe, mais tu oublies de dire que ce terme n'existait pas à l'époque. Alors donc, c'est une question très importante parce que tu as affirmé toi-même que le terme était mal choisi. Alors comment se fait-il qu'on le retrouve chez Einstein? Moi, je ne comprends plus rien. Oui, non, mais je crois que tu ne comprends rien. Ça, c'est clair. Hein, et l'aveugle, encore moins. Alors, je voudrais justement être très clair là-dessus, puisque tu en parles. Aujourd'hui, dans la presse, par exemple, Science et Avenir, Nouvel Observateur, etc., ou bien par des gens comme toi, le livre de l'aveugle, qui, l'histoire véridique de la relativité, vous avez peut-être vu ça dans les kiosques, ne le lisez pas, c'est une vision paranoïaque de la physique, tout simplement. Alors, on y parle de complot. L'idée, c'est que Hilbert, Planck et je ne sais qui, parce que ça m'est égal, et ça s'appuie sur aucune source d'une manière claire, les sources ne montrent pas ça, serait allé chercher, parce que Poincaré, en effet, a fait plein de choses quant à la préhistoire de la relativité. Mais mon livre, c'est sur le 18e, c'est pas sur Poincaré. Hein. Bon, il a fait plein de choses, il a eu plein d'idées, et en effet, il parle de principe de relativité, en effet, il se pose de bonnes questions, en effet, il démontre que les transformations de Lorentz forment un groupe, etc. Il fait une critique aussi de la simultanéité, il n'est pas loin du but, d'une certaine manière, simplement, il tient les terres. Bon, et donc, je crois avoir assez bien montré pourquoi il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas, il n'y arrivera pas. Il y a une autre raison pour laquelle il n'arrive pas. C'est que, et c'est un petit peu, ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure, c'est que Einstein, il fait une théorie. Or, une théorie, c'est quoi, hein? Une théorie, c'est quelque chose de structuré. Il n'y a pas de théorie chez Poincaré, tout simplement. Hein? Il y a des idées, j'ai des idées, il avait de bonnes idées. Einstein a lu ses idées, en effet, dans La science et l'hypothèse qu'il a dû lire en 1902 ou 1903. Bon, ok. Il ne cite personne, il ne cite pas Lorentz, ce qui est quand même beaucoup plus étonnant que Poincaré, parce qu'il retrouve les transformations de Lorentz dans son papier de 1905, je crois que c'est clair, sinon il n'aurait eu aucun sens. Et il ne cite même pas l'article de Lorentz. Il ne cite rien, c'est un jeune homme, il se dépêche, parce qu'il a compris. Il a compris, puis il a besoin de rien, il sait que les gens sont au courant, c'est implicite. C'est un article mal rédigé, je veux bien, mais c'est quand même un article intéressant. Ça suffit, tu as déjà eu la parole. Hein? On t'entend tout le temps, partout. Alors tu te calmes. Oui, ça suffit. Hein? Et toutes ces sottises, justement, qui sont débitées par des gens comme toi, qui sont
paraît-il, physiciens et qui défendent des idées qui sont tout simplement fausses et malsaines, eh bien fait que les journalistes s'en emparent et que je viens d'apprendre que sur TV5, tout simplement, la chaîne éducative, on fait de la propagande pour ces conneries de l'aveugle. Voilà. Et ça, c'est grave. Ces expériences de pensée, certaines n'étaient pas de pensée, il y a eu des mesures où ils sont arrivés à rien. Mais tu ne nous parles pas tellement d'ordre de grandeur des effets. Est-ce que, vu la technologie de l'époque, est-ce qu'ils avaient une chance de détecter quoi que ce soit ? Aucune. Parce J'en ai parlé pour on Maxwell. connaissait déjà la vitesse de la lumière grâce à Romer. Non, même Romer ne donne pas d'idée de la vitesse de la lumière, mais enfin, disons que c'était les 2/3. Ça impliquait les 2/3 de ce qu'on sait aujourd'hui. Oui, bien sûr. Enfin, ça va être clair avec C'était pas la valeur actuelle, mais c'était très élevé. Donc on savait que la vitesse de la lumière était très élevée, puisque Romer... Oui, c'était très élevé, mais pas très élevé par rapport à aujourd'hui. C'était les 2/3. Non, mais enfin quand même, 200 000 km par seconde, voilà. C'est pas mal. Donc à ce moment-là, toi, dans ce que tu nous as cité, il n'y a aucun ordre de grandeur. Donc je me demandais si c'était posé cette question d'ordre de grandeur. Si, il y a des ordres de grandeur, j'en ai pas parlé, mais j'en ai pas parlé parce que... D'abord, il ne parle que d'ordre de grandeur, dans la mesure où, par exemple, Mitchell se donne, je disais, 1/20. Il dit la vitesse de la lumière. Alors, tu fais le calcul, tu le feras plus vite que moi. Quelle masse on doit donner à une étoile pour que la vitesse de la lumière soit diminuée d'1/20 ? Ça fait, je crois, 500 fois... non, plus que ça, je sais pas, des milliers de fois le Soleil. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Donc, les ordres de grandeur... Bon... Alors, au niveau des mesures, oui, il fait des ordres de grandeur. Mitchell, il dit, avec ce 20e, mais c'est pour ça que ce n'est pas cohérent, il dit qu'il a un angle qui est mesurable. Il semble qu'il soit mesurable. Mais bon, tout ça, il y a tellement de problèmes derrière. Les étoiles doubles ne sont pas observées. Les prismes sont achromatiques. Mais c'est très bien fait techniquement. Les ordres de grandeur sont cohérents. Tout n'est qu'ordre de grandeur. Ils donnent des chiffres, et à partir de ces chiffres, on peut retrouver, par exemple, enfin vérifier que ces calculs sont cohérents, parce que les calculs ne sont pas exprimés. Moi, il a fallu que je les reconstruise. Chez Mitchell, chez Blair, et même chez Arago, ils ne sont pas exprimés. Mais c'est les mêmes. Alors, chez Arago, en effet, c'est tout à fait fait, et lui pense qu'il pourrait. C'est le prisme achromatique qui ne permet pas cela. Et même aujourd'hui, je ne sais pas si on peut mesurer un angle de réfraction lié à un effet Doppler, d'une manière assez précise. Si on pourrait, Ben, moi, j'aimerais bien qu'on le fasse, ça m'amuserait. Bon, oui. S'il vous plaît, il y a quand même une expérience intéressante, enfin une mesure intéressante, une observation intéressante, c'est quand même celle de Bradley, qui nous donne, d'une part, la constance de la vitesse de la lumière, et d'autre part, potentiellement, une mesure de cette vitesse. Oui. Puisqu'on a effectivement le rapport 1/1000e, automatiquement, puisqu'on a cette fameuse ellipse. On connaît la vitesse de la Terre à ce moment-là. Donc on peut en déduire. Mais c'est ça qui donne les meilleures mesures de vitesse absolument. de la lumière. De Lambre s'appuie là-dessus, aussi bien que sur les satellites de Jupiter. Donc si on avait analysé l'expérience de Bradley, on en venait presque automatiquement à la relativité restreinte, au minimum. Non, parce que les mesures, selon Arago, les mesures de Bradley, si vous voulez, quand vous faites des mesures c'est un peu compliqué, mais l'angle, il est 40 secondes, l'angle d'aberration. Il est 20 secondes de fois, 40 secondes. Et si vous voulez, il va falloir mesurer moins d'une seconde. Donc, par l'aberration, on ne peut pas voir ce phénomène. Le V sur C, vous avez un phénomène qui est noyé. En tout cas, ça me semble assez juste. Vous avez déjà un angle qui est tout petit, et vous allez voir une modification de l'angle. Donc, Arago, ça en parle. Arago en parle. Il dit que par l'aberration, on ne pourrait pas le voir. Il faut faire des mesures directes. C'est d'ailleurs tout à fait juste. C'est tout à fait juste. J'ai bien dit potentiellement, on avait une possibilité de mesure. Oui, mais si vous voulez, c'est encore plus faible. C'est encore plus faible. Et la constance de la vitesse de la lumière, elle n'est assurée qu'à une certaine précision qui est relativement faible et qui laisse la possibilité qu'elle soit variable. Ça, Arago est parfaitement clair là-dessus. Et personne ne le conteste. Mais ce qu'on conteste, c'est que les mesures qu'il fait soient assez précises. Ça, c'est Maxwell et un certain nombre de gens après. Mais à l'époque, on pensait tout simplement que c'était une expérience négative, et c'est là-dessus, si vous lisez Fresnel, que Fresnel s'appuie. Fresnel dit, c'est une expérience négative, la vitesse de la lumière est constante, et allons-y, et toute la théorie de Fresnel est faite là-dessus. Il n'y a pas d'effet Doppler en théorie de Fresnel. Il va falloir la reprendre par l'extérieur.
Mais vous avez deux théories. La théorie de Doppler-Fizeau ne fait pas partie de la théorie de Fresnel. Et c'est ça la contradiction. Entre autres, c'est une des contradictions du 19e. Non, ce n'est pas une question, c'est pour revenir à ce que tu disais sur Arago. Et question de monsieur. Donc, comme tu viens de le redire, Arago, lui, il envisage tout à fait de faire une évaluation des incertitudes. Il constate qu'il devrait mesurer des effets de l'ordre de la seconde d'arc, enfin de degrés, on doit dire maintenant, ou un peu plus, et que donc son appareil permet parfaitement de les mesurer, et qu'il ne le mesure pas, et qu'il mesure toujours, comme tu l'as dit, 14 secondes, virgule quelque chose, à quelques centièmes de seconde de degré, quelle que soit l'étoile. Donc il s'est bel et bien posé la question complètement. Oui. Il s'est posé la question, mais il ne donne pas la même réponse que Maxwell. Non, pas la même réponse que Maxwell, mais les mesures montrent, selon Arago, qu'on en conclut que forcément, c'est constant. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, alors une vraie question. J'ai lu dans une revue genre La Recherche pour la Science, il y a peut-être une dizaine d'années, je ne sais plus exactement, que tout compte fait à l'époque, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est un peu différent, on a avancé, que lorsqu'on considère les théories modernes de la relativité, des relativités d'Einstein ou des théories concurrentes que je ne connais pas, il paraît qu'il y en a, tout ça c'était un peu du pareil au même parce qu'elles ne faisaient des corrections qu'au premier ordre près. Mais il semblerait que maintenant, on est, en vérifiant des systèmes binaires à rotation rapide, qu'on ait fait intervenir des effets du deuxième ordre qui auraient donné raison à... Beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Oh, écoutez, Nathalie pourrait vous en dire plus, mais moi j'ai assisté à une conversation à midi, puis c'est pas la première fois. On en est maintenant, si vous voulez, avec... Maintenant, la grande révolution, elle se fait après 1960, 70, 80 et encore plus, et jusqu'à aujourd'hui. Le périhélie de Mercure, si vous voulez, l'avance d'un périhélie, c'était 43 secondes d'arc. Hein, et c'était déjà un effet, non pas du premier, mais du deuxième ordre, en fait. Ça, c'est un problème technique, hein, il me semble. Bon. Oui, parce que là-dessus, je suis moins compétent que Nathalie. Je l'ai lu dans une revue, genre La Recherche. Oui, non, mais il disait, bon, partout. Hein, je ne sais pas, moi, j'ai pas lu. Genre La Recherche, mais bon, ils ne sont pas tous. Mais bon, le périhélie, maintenant, qui était de 43 secondes d'arc par siècle, ce qui est moins d'un degré, hein, d'une minute, qu'est-ce que je raconte? Moins d'une minute, par siècle. Maintenant, on le fait par jour sur PSR 1913 plus 16, hein, sur le pulsar binaire. Bon. Et puis, maintenant, on n'en est plus au deuxième ordre, on est obligé de faire des calculs à l'ordre 6. J'ai entendu ça encore à midi, afin d'arriver... Maintenant, la relativité restreinte, alors depuis longtemps, hein, c'est devenu l'outil de toute la physique pour les particules, pour tout ce qui est hautes énergies, vous le savez tous. Bon, on n'en parle même plus, à partir des années 20. Hein, et même avant. Bon, la relativité générale, maintenant, elle est mesurée d'une manière extraordinaire, alors qu'avant, ça a été, bon, vous trouvez ça dans mon bouquin, hein, on avait que 3 tests. Hein, le périhélie de Mercure, qui était un tout petit machin, la déviation des rayons lumineux, dont on discute toujours de la validité, mais ça encore, c'est une sottise, parce que, bon, Eddington savait très bien ce qu'il faisait, et le décalage des raies dans un champ de gravitation, c'est-à-dire l'expérience de Mitchell, dont je disais, l'effet Doppler. Et encore, en 1960, il va falloir attendre 1960, et l'expérience de Pound et Repka, qui est la première expérience de relativité. Expérience et non pas observation. C'est-à-dire qu'on va mesurer un décalage de fréquence dans un champ de gravitation terrestre sur 10 mètres de hauteur grâce à l'effet Mossbauer. Ça, c'est la première fois, et c'est 1960. 1960, c'est le renouveau de la relativité générale, et tout le monde dit voici des jours, etc. On est tout content parce qu'enfin, ça sert à quelque chose. Jusque-là, c'était le morne désert. Hein, mais maintenant, non. C'est vraiment tout à fait le contraire. Et plus ça va, plus on envoie satellites. Il y a Virgo, LIGO et tout ça, le rayonnement. C'est une théorie qui tient la route. C'est ça qui étonne tout le monde et qui agace les théoriciens parce qu'ils aimeraient bien mettre leur nom sur une nouvelle théorie, mais qui tient la route, qui tient très bien la route et qui est mesurée d'une manière extrêmement précise, étonnamment précise. Alors les gens sont à genoux devant le grand Albert.